suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Le parc de la Garenne-le-Maux est le rêve fou d'un artiste, le sculpteur François-Frédéric Le Maux. Il va créer au début du XIXe siècle une parcelle d'Italie en France qui marquera la région de son empreinte. Le domaine s'étend sur une surface de 13 hectares au sud-est de Nantes, en bordure de la Sèvre. Jeune sculpteur, François-Frédéric Le Maux est admis à l'Académie de France à Rome et lauréat du prix de Rome de sculpture en 1790. En 1793, la Révolution française et l'exécution de Louis XVI créent des émeutes anti-françaises qui l'obligent à fuir l'Italie monarchique. François-Frédéric Le Maux trouve refuge à Clisson, où il va créer des paysages dont le romantisme s'inspire de ceux qu'il aimait tant en Italie. Historien de l'architecture, Alain de Laval a publié un ouvrage sur la Garenne-le-Maux. Alain, l'objectif de Le Maux ici, c'est de créer un paysage idéalisé, un jardin bucolique. C'est plus la construction d'un récit qu'il propose. Le récit d'une Italie fantasmée, basée sur la nostalgie d'un paradis perdu, puisque Le Maux, ainsi qu'un certain nombre d'artistes français qui étaient en résidence à Rome, ont été chassés par la politique pontificale, et donc ils craignent de ne jamais pouvoir retourner dans cette Italie dont ils sont éperdument amoureux. Et quand Le Maux découvre ce pays complètement ruiné à la suite des guerres de Vendée, et qui les séduit par la beauté du site, il fantasme effectivement une ressemblance entre le site de la Sèvre, à Clisson, et le site de Rome et des affluents du Tibre, comme l'Aniene. Et il n'y a que les artistes qui peuvent justement voir, en anticipant sur un site apparemment banal, ce qu'ils pourront en tirer par la suite. Et alors, qu'est-ce qui nous rappelle l'Italie dans le décor qu'il va constituer ? Ce sont surtout les bâtiments, la maison du jardinier, la maison du portier également, qui sont des constructions inspirées de l'architecture paysanne italienne. Ce sont des pins parasols ou des pins maritimes, qui ne sont évidemment pas des essences locales, qui font italien. Oui, qui nous immerge immédiatement en Italie. Totalement. Et puis ensuite, un certain nombre de ce qu'on appelle des fabriques, c'est-à-dire des constructions plus ou moins importantes, destinées à orner un jardin, qui participent de la construction d'un imaginaire, d'une Italie complètement fantasmée. Le paradis. Un paradis perdu, voilà, exactement. Qui puise ses références formelles et culturelle à travers la culture italienne et surtout celle de l'Antiquité. Les fabriques, ce sont ces édifices qui viennent ponctuer le cheminement à travers le jardin. Voilà. Qui, quelquefois, d'ailleurs, se limite à une statue posée sur un socle, ou même, quelquefois, à simplement un aménagement de la nature, un aménagement paysager. On peut passer à côté sans savoir qu'il s'agit d'une fabrique, mais il s'agit en fait d'un aménagement de la nature totalement artificiel. Le temple de Vesta, qui est juste ici, est justement une des fabriques principales de la Garenne-le-Mans.
Exactement, c'est même la fabrique principale, hein. C'est la plus importante de celles qui ont été installées par le Meaux. L'une des dernières, d'ailleurs, à partir de 1817, qui est non pas une copie du temple de la Sibylle à Tivoli, mais qui en est manifestement une inspiration. Ce temple de Tivoli, qui est un monument du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est célébrissime. Il lui donne la plus belle place en plus, moi je trouve, à la Garenne-le-Maux. Mais c'est un site qui est en même temps artificiel. Une partie des rochers qui font donc référence à la falaise de Tivoli sont naturels, ils sont là, ils ont toujours été là, mais il y en a d'autres qui visiblement ont été apportés, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais en tout cas retraités, retaillés, de manière à donner au site un aspect Dramatique. Et encore plus spectaculaire. Poursuivant son rêve italien, François-Frédéric Le Meaux fait construire la demeure qui domine le jardin et la Sèvre. Elle reprend les éléments d'architecture des villas toscanes, avec des niches, une tourelle belvédère, des motifs de briques sur les façades et un toit en tuiles. Trois zones composent le jardin de la Garenne-le-Maux. Le plateau, avec la maison du jardinier, la grande allée et le rond-point de Diane. La villa offre quant à elle des points de vue sur le versant opposé et la ville de Clisson. Le coteau forestier, avec ses cahots granitiques, est dominé à l'est par le temple de Vesta. Enfin, le fond de vallée et sa promenade au bord de la Sèvre nantaise est ponctué par de nombreuses fabriques, telles que le Rocher Rousseau, le Tombeau à l'Antique et les Bains de Diane. Ce qui est remarquable, Alain, c'est que le travail de Le Meaux à la Garenne va influencer toute l'architecture de la région. Oui, absolument. C'est-à-dire que les formes italianisantes que Le Meaux met en œuvre sur son propre domaine, dans ses fabriques, dans l'architecture, ce modèle a influencé également la reconstruction de la ville de Clisson au niveau des maisons d'habitation. Mais il y a quelque chose de bien plus large encore, c'est également l'architecture industrielle. C'est-à-dire que quand la reconstruction de ce pays s'achève par l'industrialisation de la Sèvre nantaise, qui utilise beaucoup la force hydraulique, beaucoup de ces usines, de ces moulins à eau, mais de ces usines quelquefois très vastes, construites par les architectes des années 1820-1830, également font appel à cette architecture, à ce style italianiste promu par Le Meaux sur son domaine. Et ça, sur tout le long de la vallée de la Sèvre. Qu'une utopie réussisse de cette manière sur une étendue de territoire aussi vaste et aussi longtemps dans le temps, ça c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est au génie de Le Meaux qu'on le doit. Historiquement, le domaine acquis par François-Frédéric Le Meaux est le territoire de chasse des seigneurs de Clisson. Pour recréer son paradis perdu, il sublime cette nature sauvage en la transformant, tout en veillant à conserver son aspect d'origine. Marie Richard a été conservatrice du domaine pendant plus de 10 ans. Marie, la Garenne-le Meaux est un exemple parfait de ces jardins du début du XIXe siècle, juste après la Révolution française, extrêmement influencés par Jean-Jacques Rousseau et par son amour de la nature. Effectivement, la Garenne-le Meaux est entièrement inspirée
par le jardin d'Ermenonville, dans l'Oise, un jardin que le mot connaissait bien, jardin créé par le marquis de Girardin, très inspiré par Rousseau. Et Marie, au milieu de ces chemins, de cette nature sauvage, on va retrouver des hommages très clairs à Jean-Jacques Rousseau. Oui, vous avez par exemple ici ce rocher Rousseau qui porte une inscription qui est tout à fait dans la sensibilité, l'esprit de Rousseau, même s'il n'est pas l'auteur de ces vers. Et c'est surtout une inscription que l'on trouve à Ermenonville, à la grotte des Cascades. Je vous lis donc ces premiers vers. « Ô limpide rivière, ô rivière chérie, puisse la sotte vanité ne jamais dédaigner ta rive humble et fleurie, que ton simple sentier ne soit point fréquenté par aucun tourment de la vie. » Finalement, c'est la nature qui est là, avant les éléments culturels, la statuaire et les sculptures. Oui, et effectivement, les fabriques ont quelquefois un aspect de réduction dans ce paysage. L'objectif, c'est de faire que le visiteur se retrouve au sein de la nature. Voilà, on est ici sur l'un des îlots des bains de Diane. Diane, c'est la divinité de la chasse. Ici, le mot a voulu évoquer le bain de la déesse chasseresse, c'est-à-dire ce temps de repos. Après la chasse. Après la chasse. Il a donc cherché à composer un lieu qui soit très protecteur, protecteur pour le repos, mais aussi protecteur des regards qui aurait pu être porté sur la divinité lors de son bain, puisque la déesse avait fait vœu de chasteté. Il y a un épisode tout à fait tragique, puisque Diane, dans la légende, est surprise par le chasseur Actéon. Alors qu'elle se baigne. Alors qu'elle se baigne. Et donc, Actéon est violemment puni, puisqu'il est métamorphosé en cerf, et il sera dévoré par ses chiens. Alors, en fait, toute la composition paysagère de Le Maux est partie de ces exigences de la mythologie. C'est pour ça qu'on est un petit peu protégé sous les arbres. Oui, on a cette composition en voûte souhaitée par Le Maux. Et il a fait donc un travail sur le choix des arbres. Et Le Maux fait un travail important d'installation de rochers complémentaires à ceux qui existaient déjà. Ce qu'il souhaite ici, c'est appuyer un côté bucolique en rajoutant ces rochers, en les agençant. Il a vraiment composé une scène. C'est ce qu'on appelle une scène pittoresque, c'est-à-dire qui mérite d'être peinte. Exactement. C'est une scène qui devait attirer le regard des peintres. Et ici se conjugue effectivement une multiplicité d'effets. Il y a une convocation de multiples sensations. C'est à la fois la lumière, la luminosité, les reflets sur l'eau, les odeurs de sous-bois, les bruits, et bien sûr tout ce que l'imagination apporte avec la légende de Diane. Ces compositions paysagères sont autant de motifs qu'ils mettent à la portée des artistes qui vont venir y travailler. On est ici, en fait, au sein de la nature, comme le souhaitait Rousseau. Dans sa passion pour l'endroit, François-Frédéric Le Maux va jusqu'à acheter des parcelles sur le versant opposé au domaine pour attirer le regard vers l'extérieur et ainsi amplifier son décor. Il construit des fabriques inspirées de monuments antiques comme le Temple de l'Amitié et la colonne Henri IV. Peut-être un peu plus en profondeur, sur les petits brins qui dépassent encore. Les vues pittoresques de la Garenne-le Maux, aménagées au XIXe siècle, sont continuellement envahies et bouleversées par la nature. Elles nécessitent un soin constant des jardiniers. Jean-Yves Brebion travaille au domaine depuis une trentaine d'années.
Alors comment tu t'y prends, Jean-Yves? Donc là, on est presque bien, mais on est un petit peu trop bas. C'est-à-dire qu'il faut que l'on se positionne comme le visiteur qui chemine Tout de suite au niveau du virage, Voilà. en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le phénomène de surprise. Donc on descend, là, tranquillement. Donc là, on commence à apercevoir la fenêtre qui est ouverte sur l'église Notre-Dame. Et donc au fur et à mesure du cheminement, on découvre maintenant le château. Donc il nous reste encore à travailler un petit peu sur le côté gauche. Ah ouais. Là, il y a quelques petits brins de laurier à supprimer. Et puis donc, au premier plan, ensuite, on va voir s'il y a des petites choses qui nous gênent. Ouais, c'est bien, là. Là, on est bien. Là. Ouais. Jean-Yves, comment on gère un lieu dans lequel cohabite à la fois une géologie avec ses chaos granitiques, du patrimoine avec ses fabriques, et puis une atmosphère de sous-bois qu'il faut nécésairement maintenir? C'est tout un ensemble, hein, en fonction de l'endroit où on se trouve. Si on prend l'exemple ici du l'édicule à l'antique, donc là, on va essayer de remettre en scène l'élément principal qui est donc l'édicule, la fabrique. Ouais. À l'arrière de cette fabrique, on a des plantations qui sont là pour justement fermer, je dirais, avoir un écran végétatif. Et valoriser la fabrique. Exactement. À l'avant. Okay. Voilà. Et donc là, on retravaille, nous, après, tout ce qui est végétation, hein, puisque la végétation, elle prend de l'ampleur, donc on la contraint un petit peu, en essayant de retrouver donc, une atmosphère, en fait. Exactement, une ambiance. Ouais. Et sur quoi vous vous basez, alors, pour pouvoir maintenir ce lieu? Alors, on a des gravures de Thiédon, qui était un graveur du temps de Lemont. C'est un support visuel qu'on utilise pour remettre en valeur les fabriques. Donc ici, on a une vue qui part de où nous sommes, la prairie, et qui s'oriente vers le pont de la ville de Clisson. Et donc là, le travail des jardiniers est de retravailler ce couloir de vue en supprimant la végétation qui pourrait obstruer cette vue. Sur cette gravure de Thiédon, on découvre que lui a magnifié le haut de coteau avec le temple de l'amitié. On imagine aussi qu'il voulait mettre en valeur la villa de Lemont. Et vous, votre travail, c'est d'interpréter tout ça. Oui. Et donc on voit bien avec ce petit pont que la ville de Clisson va être intégrée au jeu de promenade et de point de vue de Lemont. Oui, donc ce qui est intéressant, effectivement, pour Lemont, c'est l'histoire du château. C'est en ruine. Il va être acquéreur de ce château dès 1807 pour pouvoir l'intégrer dans ses jeux de vue. C'est-à-dire que pour lui, c'est une ruine romantique et donc une fabrique. Jean-Yves, parmi toutes les essences que l'on peut voir aujourd'hui, on voit par exemple les charmes, les châtaigniers, on a des marronniers derrière nous, sont finalement les essences qui étaient elles aussi là à l'époque de Lemont. Oui. Ouais. Oui, dans la palette végétale de Lemont, ce sont que des essences que l'on retrouve régulièrement dans la région. Exactement. Et donc, parmi toutes ces essences, nous avons découvert, par hasard, une essence exceptionnelle. Exactement. Ouais. Quelque chose qui peu courant. Ouais. Il y en a... Pas indigène du tout, là, pour le coup. Non, du tout. Donc, qui est le sassafras. Ouais. Et donc, ce qui est étonnant au niveau du sassafras, c'est donc un de ces critères de reconnaissance... Donc, cette feuille trilobée, et qui a la particularité, si on froisse les feuilles... Là, ça sent le citron. Oui. Les odeurs prononcées, les parfums de citronnelle. Ce qui est intéressant, c'est que
c'est qu'il est polymorphe. C'est-à-dire que on a à la fois des feuilles simples. Des feuilles simples. Des feuilles... Celle-là. Oui. Et puis des feuilles trilobées. Oui. Et on a même des feuilles avec de l'aube. Avec de l'aube. Ouais. Comme le figuier, en fait. C'est un arbre qui est originaire de quel pays? On peut l'appeler en français sassafras, mais il a un autre nom français qui est le laurier des Iroquois. Donc originaire d'Amérique du Nord. D'Amérique du Nord. Comment ces deux sujets sont arrivés ici? On suppose qu'il est venu bien après le mot. On n'a aucune trace de la descendance de Lemot introduisant du sassafras sur le domaine. Mais même si ça ne correspond pas aux plantations de Lemot, évidemment, vous les conservez, ces arbres. Bien évidemment. Les arbres couvrent la plus grande partie du parc et offrent aux visiteurs l'impression de se promener dans un sous-bois naturel, pourtant minutieusement entretenu. Ici, on jardine le sauvage. Effectivement, la partie boisée, qui prête son cadre aux fabriques, est l'objet de soins permanents. Pour conserver l'esprit du lieu, tout en assurant son avenir, d'importants travaux de rénovation ont été entrepris il y a 20 ans. Originaire d'Italie, Elisabetta Sereghini est paysagiste. C'est elle qui imagine la rénovation et l'entretien du parc avec les jardiniers du domaine. Elisabetta, à quoi ressemblait la Garenne-le-Mot avant ton intervention? Tout était vieillissant. Les arbres, en grande partie, ouais. étaient en mauvais état, les arbustes. Les sols, ils étaient eux aussi plutôt stériles. Et donc, à part l'herbe, il n'y avait plus un seul arbre qui pouvait pousser. Là, on a dû justement mettre en place un véritable projet de régénération. Donc abattre, sélectionner et replanter. Bravo, ouais. Exactement. On n'abat pas 12 hectares pratiquement de parc sans replanter. Et là, Elisabetta, sous les grands chênes, vous allez conserver les ronciers. Le roncier, généralement, c'est plutôt un endroit qu'on abandonne. Exactement, à cette connotation de lieu abandonné, d'une friche, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe là-dedans, il y a un désordre. On laisse les ronces parce qu'en général, on dit sous les ronces, tout pousse. En effet, les ronces, c'est une structure épineuse qui tient éloigné parfois aussi les animaux, mais c'est surtout un ensemble de végétation qui permet aux jeunes plants de se développer à l'intérieur d'une façon, encore une fois, naturelle, sans l'intervention vraiment des jardiniers ou de l'homme. Parce que la ronce, en fait, elle va créer une sorte de maillage, c'est ça? Et elle va laisser, à travers les mailles, les arbres pousser. Exactement. Et avec des zones en ombre, des zones en lumière, ce qui permet justement aux différents glands, parce qu'ici on a beaucoup de chênes par exemple, les glands ils tombent, et à la suite, avec le temps, voilà, il se pourrait qu'il y ait des nouveaux chênes qui vont pousser. Moi j'aime beaucoup les ronces. Et je l'ai défendu vraiment pendant tout le projet. Quand ça fleurit, c'est magnifique en plus, un roncier. Exactement. Ouais. D'un côté, donc, régénération spontanée et ronces. De l'autre, par contre, une grosse parcelle que nous avons replantée. Sans les ronciers. Sans les ronciers. Alors là, c'est une autre façon d'obtenir dans le temps, toujours en bois, diversifié par les essences. On a planté des chênes verts, des houx, des chênes, des châtaigniers, et puis encore d'autres qui vont être en effet les sujets du futur du parc. Elisabetta, 20 ans plus tard, est-ce que le travail qui a été effectué ici est satisfaisant? Oui. L'enjeu était d'être dans un parc historique
bien évidemment de tenir compte de cette histoire, mais surtout de démarrer une nouvelle histoire, c'est-à-dire le devenir du parc de la Garenne-le-Mont. Et le parc, il est prêt pour continuer comme un être vivant qui pourra aller jusqu'à 50, 100, 200 ans.